Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision du Burkina. Émancipation de la femme, promotion de la femme, égalité entre l'homme et la femme, intégration de la femme dans le développement, quota genre, voici des formules auxquelles nous sommes tous familiers. Ces concepts, loin d'être des effets de mode, sont les résultats linguistiques d'un changement qualitatif axé sur le devenir de la femme. L'avènement de la révolution de 1983 a relancé la dynamique de la prise en compte des femmes burkinabais. La condition féminine devient un problème social et politique. La création d'une ONG genre et développement dans les années 90, la loi sur le quota genre ou encore la mise en œuvre de la politique nationale genre sont des actions qui tendent à dire que le pays des hommes intègres reconnaît la place de choix qu'occupe sa frange féminine. Mais cette reconnaissance doit aller au-delà des textes. C'est le cri de cœur des acteurs œuvrant pour la promotion du genre au Burkina à la faveur de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Une semaine de sensibilisation et de plaidoyer est en cours à Ouagadougou. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce présent débat que j'ai le plaisir d'animer avec des personnalités expertes en question genre. Il s'agit de M. David Beyi, il est le secrétaire permanent du Conseil national pour la promotion du genre. Il s'agit également du Dr Fatoumata Badini Kinda, elle est enseignant-chercheur à l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Madame Agnès Ignissi, elle, est consultante en genre. Et enfin, M. Yempabou Naba est chargé du management du Fonds commun genre à l'ONG Diaconia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau. Avant tout, je vous invite à suivre comment les Ouagalais perçoivent cette notion de genre. C'est un micro-trottoir que nous propose Linda Kaboré. J'entends par ce concept-là la mise en valeur de la femme, l'autonomisation de la femme, permettre à la femme d'accéder à des responsabilités lorsque nous sommes en groupe et que nous devons décider, par exemple, du nombre de personnes. Plus il y a d'hommes, plus il faut qu'il y ait également de femmes pour quand même un petit équilibre. Je pense que ce concept-là est développé, c'est aux femmes de se l'approprier et s'affirmer à travers l'autonomisation. Je pense que ce n'est pas à l'homme de chaque fois dire à la femme fais ci, fais ça, mais je pense que chaque femme doit s'approprier ce concept-là et le mettre en valeur. La question du genre s'applique du point de vue social, parce que dans nos sociétés, la femme n'est pas vue de la même manière. Vous allez trouver que dans certaines sociétés, la femme est respectée, elle a des droits vraiment inimaginables. Et elle joue des fonctions extraordinaires. Par rapport dans d'autres sociétés aussi que vous allez trouver primitives, où la femme est carrément mise à l'écart. Donc pour moi, l'application du concept genre doit tenir compte d'abord des réalités sociales de la société dans laquelle on y va, afin de valoriser le rôle de la femme en fonction de ce qui existe déjà. Actuellement, dans les partis politiques, là, on prône en tout cas le concept genre. Il y a des partis qui ont réussi à imposer un quota. Mais bon, c'est sur les papiers, hein, c'est sur les textes. C'est les textes qui le disent, mais bon, dans la pratique, les femmes même refusent d'occuper les postes de responsabilité. Elles ont peur d'occuper les postes de responsabilité. Le concept genre, c'est un concept qui prend en compte les problèmes des femmes prioritairement et aussi des hommes d'autres couches vulnérables, telles que les personnes handicapées, et les personnes en situation de réfugiés. Voilà, donc tout ça, ça rentre en ligne de compte dans la compréhension du concept genre. Avant, la femme était marginalisée. Avec la question du genre, là, elle peut s'épanouir sur beaucoup de plans et elle peut s'affirmer aussi, si je peux le permettre. Et ça lui permet aussi un épanouissement dans son propre corps. Et elle ne se sent plus marginalisée. On voyait que les femmes étaient au second rang de la société, bon, au bas même de la société. Elles étaient marginalisées, tout ça. Et maintenant, on voit que les femmes occupent de grands postes. Et on motive aussi l'alphabétisation on encourage du moins l'alphabétisation des jeunes filles afin de promouvoir ce concept genre-là. Alors, Monsieur Beyi, est-ce que ces personnes ont appréhendé le concept genre? Merci bien. J'allais dire que quand on parle de la question genre,
d'aucuns pensent que c'est la femme. Et à travers le micro-trottoir, on a compris que certains ont bien compris que le genre, c'est l'homme et la femme. Alors, il faut dire que, en résumé, le genre, c'est l'attribution des rôles, des fonctions, des responsabilités que la société donne aux hommes et aux femmes en fonction de leur sexe. Donc, le genre, ce sont les attributs sociaux plus le sexe. Alors, il faut dire que l'approche a évolué depuis longtemps. Parce qu'avant les années 80, on parlait de l'approche IFD, intégration des femmes au développement. Cette approche voulait qu'on prenne les femmes dans le développement à travers des projets qu'on menait en leur faveur. Et on s'est rendu compte qu'en menant des projets uniquement avec les femmes, on n'avançait pas. Il faut, même si on veut résoudre les questions, les problèmes des femmes, il faut impliquer les hommes, il faut impliquer la société. Donc, autour des années 80, en venant, on a pensé au concept genre, et l'approche genre, c'est l'intégration des hommes et des femmes aux questions de développement. D'accord, merci bien, Monsieur Beyi. Alors, Madame Nissi, est-ce que aujourd'hui le concept donc a évolué? On parle surtout d'égalité de la réduction d'inégalités entre hommes et femmes. Quelles sont les inégalités les plus criardes aujourd'hui entre ces deux sexes-là? Merci bien. Les inégalités les plus criardes, si on veut le dire, c'est les questions de droit. Si vous remarquez, les questions de violence qui font l'objet souvent d'émissions médiatiques, parce que simplement c'est là où on parle d'égalité, des chances, d'opportunités, d'exercer ou en tout cas de s'exprimer qui pose problème, et aussi au niveau économique. On dit souvent que la pauvreté a un visage féminin. C'est pour dire que les femmes, malgré qu'elles sont d'arrache-pied dans les différents secteurs de production, elles occupent souvent les activités qui sont les moins rémunérateurs. Et malheureusement, lorsque l'activité grandit, elles sont confrontées surtout soit à l'accès aux facteurs de production, soit même à l'autorisation, comme je le dis, en termes de droit, d'exercer au plus haut niveau ces fonctions économiques qui leur permettent de sortir de la pauvreté. Alors, docteur Badini, est-ce que vous avez cette même conception-là des inégalités qui existent sous nos cieux? Le concept de genre fait son chemin depuis quelques décennies à travers le monde. On peut dire que le concept n'est pas seulement un concept local, mais c'est un concept global qui concerne toutes les sociétés à l'échelle du monde. Ce que recouvre effectivement le concept de genre, lorsque on écoute les différents acteurs sociaux, on a souvent tendance à penser que le concept de genre est le même que le concept de femme, alors que le concept de genre est venu pour prendre en compte à la fois les hommes et les femmes dans leur interrelation. On dit également que le concept de genre est une construction sociale, en ce sens qu'il va au-delà des caractéristiques biologiques, des caractéristiques de sexe entre les hommes et les femmes, pour prendre en compte les comportements, les valeurs, les pratiques qui concernent à la fois les hommes et les femmes, mais en mettant l'accent sur les éléments qui vont traduire les inégalités entre les hommes et les femmes, les discriminations sociales qui existent et qui peuvent entraver le processus du développement. Donc je pense que dans l'objectif poursuivi par ce concept, c'est une analyse de l'organisation de la société qui pourrait entraver en quelque sorte le processus du développement. Alors, derrière ce concept également, M. Naba, on l'a dit tantôt, il y a la réduction des inégalités hommes-femmes. Depuis qu'on en parle, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci. Je voulais, dans l'éclairage conceptuel, revenir pour dire que, comme nous l'avons vu dans l'élément tout de suite, d'aucuns l'assimilent à toutes les couches
social, mais je voudrais apporter un éclairage pour dire que en parlant des personnes âgées, des jeunes, des femmes, ainsi de suite, des personnes vivant avec handicap, ainsi de suite, c'est pour dire que le genre est perçu différemment. Si vous êtes femme, si vous êtes âgé, si vous êtes homme âgé, vous êtes perçu différemment dans la société. Et pour cela, je m'en vais prendre un exemple avec un partenaire qui est appuyé par le Fonds commun genre et qui travaille sur ces questions. Et donc, un peu partout au Burkina, nous parlons de femmes accusées de sorcellerie. Donc, vous voyez déjà que si vous êtes âgé et vous êtes d'un certain âge, vous ne pouvez pas vous prendre en charge, la société peut vous dire que vous êtes une personne sorcière, par exemple. Alors que si vous êtes un homme, vous êtes une valeur sociale. Vous êtes une référence. Donc, en revenant sur la question des inégalités, si vous traversez partout la société burkinabé, moderne comme traditionnelle, vous allez constater ces inégalités. Et sur le plan moderne, je m'en vais prendre la sphère politique, où nous sommes tous témoins de ce qui est fait par les hommes et les femmes. Mais lorsqu'on arrive à la question de la rétribution des bénéfices, je parle des postes, on voit qu'il y a une inégalité dans l'occupation. C'est la même chose quand on est dans la société traditionnelle. Et au sein de la société traditionnelle, on a des différences, des inégalités. Et c'est vraiment des questions sociales qu'on interroge toujours. Et oui, il y a aussi quelqu'un qui a dit dans le reportage qu'on a suivi tantôt que ce sont les femmes elles-mêmes qui ne veulent pas aller vers ces postes-là. Madame Yissi, est-ce que vous êtes de cet avis-là? Vous savez bien que pour assumer une responsabilité, il faut être bien préparé à affronter les défis de ce poste-là. Et on sait que le jeu politique tel qu'il est mené dans nos contextes au Burkina, il n'est pas donné à tout le monde d'accepter, de sacrifier ou de bafouer certaines valeurs pour aller, surtout que les femmes en politique avaient des étiquettes. C'est vrai que les choses sont en train de se rectifier, mais il y a des stéréotypes, des préjugés qui font que les femmes n'étaient pas enclines à s'engager en politique pour ne pas être étiquetées comme femmes. Et est-ce que ces préjugés ne sont pas justement alimentés par leurs adversaires au sein même de cette sphère-là? Bien sûr, ça peut être alimenté, mais aussi le jeu politique fait que si par exemple, je prends un parti politique qui organise une réunion à partir de 22h parce que se disant que c'est du temps libre des partisans, et la femme qui quitte son domicile à 22h pour aller à une réunion politique, vous imaginez? Et ça, on va dire, c'est les pesanteurs sociales, et on va y revenir. Monsieur Beyi, on l'a dit tantôt, les acquis, est-ce que ces acquis, souvent, n'ont pas un goût d'inachevé? Justement, on en parlait tantôt avec la loi sur le quota genre. Pour analyser les questions de genre, il faut analyser sur plusieurs aspects. Il y a l'accès, le contrôle et le bénéfice, comme M. Naval le disait tantôt. Alors, parlant de la loi sur le quota, et Madame l'a dit tout de suite, lorsqu'on dit que les femmes refusent les postes, ce sont des questions de genre. Il faut repartir à la base pour voir quels sont les problèmes, quelles sont les causes qui font que les femmes refusent les postes. Le genre commence au sein de la famille avant d'être une question de société. Alors que nous savons qu'au sein de la famille, les pesanteurs socio-culturelles font que l'homme qui est le chef de ménage et en même temps garant de la tradition refuse souvent que la femme ait une parcelle de pouvoir. Et par conséquent, les hommes refusent même que les femmes font la politique et même font des activités génératrices de revenus. Conséquence, les femmes ne veulent pas s'engager au risque de perdre leur foyer. Alors, par rapport à la loi sur le quota genre, il faut le préciser, ce n'est pas une loi taillée pour la femme, c'est une loi pour le quota genre, on dit 30% de l'un ou de l'autre sexe. Alors, la tendance peut s'inverser. On sait qu'au Rwanda, à l'Assemblée nationale, il y a plus de 60% de femmes qui sont représentées. Et donc, nous travaillons ici à pouvoir positionner aussi bien les hommes que les femmes, parce qu'on ne peut pas décider du sort de quelqu'un lorsque la personne n'est pas
physiquement représentés. Alors, donc, cette loi qui a été adoptée en 2009 a connu une mise en œuvre en 2012, mais nous avons relevé des insuffisances. Insuffisance 1, parce que le positionnement n'a pas été fait de telle sorte que les femmes puissent avoir accès, en tout cas, à l'Assemblée. Donc, comme on a être des têtes de liste, par exemple. Oui. On a eu 30%, et certains partis politiques, ils vont respecter l'esprit des 30%, mais en positionnant les femmes derrière. Conséquence, elles ne pourront pas être élues. Deuxièmement, la sanction qu'on avait, en tout cas, mis là-bas n'était pas dissuasive, parce que c'était une sanction pécuniaire. Et on pouvait outrepasser de cette sanction pour pouvoir, en tout cas, ne pas positionner les femmes. Et en fin de compte, nous avons en 2015 entrepris la relecture de cette loi pour mettre maintenant les positions alternées hommes-femmes ou femmes-hommes. Et nous sommes dans un processus actuellement où nous avons discuté au Côte-Val et la loi doit être réintroduite au gouvernement, au Conseil des ministres pour adoption avant d'aller à l'Assemblée. Alors, docteur Badini, vous qui êtes enseignant-chercheur à l'université, est-ce que, parce que les inégalités, ce n'est pas seulement en politique, il y a aussi l'éducation, l'agriculture, on l'a dit tantôt, l'accès à la terre. Est-ce que vous avez vécu, par exemple, cette expérience-là? On a l'habitude de présenter le concept de genre comme un concept transversal. Ça veut dire que c'est un concept qui touche à tous les domaines de la vie sociale, que ce soit en politique, que ce soit en religion, que ce soit sur le terrain de l'éducation, que ce soit au niveau du monde du travail. Le concept de genre trouve effectivement un ancrage qui fait de telle sorte que la situation, bien sûr, des inégalités se présente dans tous ces domaines-là. Si on prend le domaine de l'éducation, au niveau de l'université, par exemple, on peut constater qu'il y a une lecture genre qui est à faire. Lorsqu'on prend les proportions des étudiants, on constate que présentement, les filles représentent environ 30% des étudiants. Au niveau du personnel enseignant, le taux est autour de 15,5%. Au niveau du personnel administratif, technique et ouvrier, la proportion des femmes représente 40%. Donc il y a une certaine sous-représentation des femmes en milieu universitaire. Et lorsqu'elles sont bien représentées, ce sont des postes relayés au second plan, on va dire. Oui, bon, cela est ressorti au niveau du personnel ouvrier, technique, administratif. En prenant le cas des enseignants, bon, on ne peut pas appliquer cet élément. Mais n'empêche que déjà cette sous-représentation des femmes à l'université constitue un problème de genre posé à résoudre et qu'il faudrait étudier effectivement les conditions pour améliorer la représentativité des femmes. Et justement, est-ce que les filières, le choix des filières justement, ou l'orientation des jeunes filles qui rentrent à l'université n'est pas pour quelque chose? Bon, il y a cette dimension concernant l'orientation des jeunes filles à l'université. Il ressort assez souvent que dans les filières scientifiques, les filles sont encore moins représentées que les garçons dans ces filières scientifiques. Mais c'est un problème, comme M. Beyi l'a dit, il faut remonter jusqu'à la source. La source, c'est depuis l'éducation pendant la prime enfance, en passant par la période de l'adolescence et également l'intégration au monde universitaire. Donc depuis l'enseignement primaire, en passant par l'enseignement secondaire, pour en venir à l'enseignement supérieur, on constate que bon, les problèmes de genre existent, se posent différemment bien sûr, mais c'est une question importante à prendre à bras le corps pour
faire avancer les questions. Oui, madame ici. Je voulais ajouter que par rapport à l'éducation, si vous prenez le primaire aujourd'hui, la tendance est un peu inversée dans les écoles. Mais quand vous prenez le secondaire, on voit que les filles ont du mal à se maintenir avec tant de fléaux qui minent ce maintien des filles à l'école. Et notamment les mariages précoces, grossesse non désirée, précoce. Et aussi, comme madame l'a dit, vous prenez une fille qui va à l'école et un garçonnet qui va à l'école. Au retour des classes, le garçonnet va jouer au ballon pour se défouler et la fille aux tâches ménagères. C'est pourquoi on disait tantôt, le genre, c'est toute cette redistribution des tâches qui ne permet pas à l'un ou à l'autre de s'exprimer, de s'épanouir. Pourtant, M. Naba, une politique nationale genre a été adoptée et puis la parole est de plus en plus offerte aux femmes sur la scène politique dans les instances de décision. Mais là encore, on a l'impression que tout n'est beau que dans les textes. Vous venez de toucher un point très capital dans l'analyse du genre au Burkina Faso. Je m'en vais donner deux considérations. En politique, si on observe depuis les statistiques depuis 2006 jusqu'à nos jours, on voit qu'il y a un recul en termes de participation politique des femmes dans les conseils municipaux et en termes d'élection des maires au Burkina. Des chiffres qu'on a régulièrement entre nos mains. Et je vais par contre noter quelque chose. Lorsqu'on dit que les femmes ne sont pas prêtes à occuper les postes. Vous savez, avec le Fonds commun genre, on a l'opportunité de toucher plusieurs thématiques et d'aller sur le terrain et de travailler à proximité avec les bénéficiaires pour expérimenter quelle est la réalité sociale. Et nous avons expérimenté la participation politique des femmes dans les conseils municipaux dans 4 communes du Burkina Faso qui nous a donné quand même un peu de leçons à retenir, pas par Naba seul, mais par le Burkinabé, le politique, ainsi de suite. Donc, parmi ces leçons, moi j'ai retenu que ce n'est pas les femmes qui n'ont pas la volonté d'occuper les postes politiques. Parce que nous avons travaillé en amont à renforcer leurs capacités en termes de leadership, en termes de capacité à dialoguer avec leurs confrères, et en termes de propositions, de mesures, donc en termes de participation citoyenne. Donc, et les femmes étaient prêtes à occuper les postes. Et lorsque nous les avons accompagnées dans ce processus, c'était en 2016, on a vu qu'il y avait plus de 30% de femmes dans ces communes rurales qui étaient dans les listes. À la fin, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient pas élues. Donc c'est pour dire qu'il y a toujours des jeux d'acteurs politiques qui ne permettent pas plutôt la présence de la femme en politique. Vous parlez également tantôt de la politique nationale genre. Ça, c'est la deuxième considération. La politique nationale genre, que nous considérons comme étant la fille du Fonds commun genre, a été adoptée en 2009 et le plan d'action en 2010. Et cette politique est en cohérence avec les aspirations nationales. Et je pense que le programme, le PNDS actuel, a pris en compte les éléments de la PNG et il y a un alignement. Et il y a un alignement. Mais on sent toujours que la politique nationale genre peine à se mettre en place. Est-ce que c'est votre avis, M. Béhi? Bon, il faut dire que les questions des gens, comme on l'a dit, c'est une question transversale et qui touche l'ensemble des domaines, que ce soit au niveau de l'éducation, accès aux ressources, accès à différentes sphères. Nous devons travailler en synergie pour pouvoir relever des défis. Alors, la politique nationale genre adoptée en 2009 a été assortie d'un plan d'action. Et ce plan d'action est mis en œuvre par l'ensemble des acteurs. Il y a les ministères, il y a la société civile, il y a également les partenaires au développement et les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Dans ce sens, il faut dire qu'il y a des indicateurs que nous sommes fixés comme objectifs à atteindre. Et quand on fait la lecture, comme on l'a si bien dit, et comme c'est une question de lutte de longue haleine,
il y a véritablement des problèmes. Pour résoudre une question, par exemple, de l'éducation, il faut aller peut-être résoudre un problème qui se pose au niveau de l'accès à l'eau potable, par exemple. Une fille qui est occupée à accompagner sa maman pour chercher de l'eau à des dizaines de kilomètres ne peut pas suivre régulièrement les cours comme il se doit. Et conséquence, il y a des perdictions et elle ne pourra pas réussir. Donc c'est une question transversale qu'il faut résoudre. Nous voyons qu'il y a un progrès qui est là, mais il y a toujours des efforts à faire. Et on a toujours surtout l'impression que les choses ne vont pas vite, parce que ça fait quand même 7 ans aujourd'hui que ce plan est mis en action. Oui, c'est l'impression qu'on a, mais je pense que ça a été traduit effectivement au niveau du PNDS. Et ce que nous faisons actuellement, c'est d'accompagner les politiques sectorielles pour que le genre soit pris en compte. Le genre, ce sont les aspirations au niveau de la société, ce sont les besoins pratiques, les intérêts stratégiques traduits par les hommes et les femmes en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès aux sphères de décision, en termes d'accès à la terre, en termes d'accès au crédit pour pouvoir entreprendre. Et donc, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des ministères sont interpellés pour pouvoir résoudre cette question. Donc, c'est pour cela que nous avons l'impression que ça n'avance pas. Je pense que le gouvernement est en train de travailler pour que les choses avancent à grand pas. Et on va voir aussi avec le Fonds commun genre les avancées. Mais avant, nous allons suivre quelques réponses d'experts qui parlent un peu de ce fonds qui a été mis en place depuis 2005 et puis pour renforcer donc les efforts engrangés en faveur de l'épanouissement socio-économique des femmes. Comment fonctionne donc ce fonds et quelles sont les avancées à la matière? Avant de revenir sur ce plateau, nous allons suivre quelques éléments de réponse dans ce reportage. Le Fonds commun genre, n'est-ce pas, aujourd'hui au Burkina, se positionne comme étant une plateforme d'acteurs d'origine diverses, provenant des ambassades, des ministères, des organisations de la société civile, n'est-ce pas, et qui apporte une véritable contribution dans la réduction des inégalités liées au genre et n'est-ce pas, des iniquités qui s'expriment, comme on le sait, dans un contexte comme celui du Burkina, en défaveur des filles et des femmes. Ce fonds a véritablement appuyé notre ministère à travers la mise en place d'une plateforme web sur les compétences féminines, à travers l'élaboration et également la soumission d'une loi qui a été adoptée déjà sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la répression donc des auteurs. Et également, nous avons des soutiens multiformes. De façon concrète, M. Naba, dites-nous qu'est-ce que ce fonds apporte dans la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes? Ok, merci beaucoup. Je voulais d'abord dire merci parce que ce fonds, qui est un outil de financement, existe grâce à la volonté des partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Et aujourd'hui, parmi les membres contributeurs à ce fonds, nous avons l'ambassade du Danemark, nous avons l'ambassade de Suède, nous avons la coopération suisse, nous avons également l'UNFPA et l'UNICEF qui assurent le rôle de chef de file. Donc c'est un outil, comme je le dis, qui a été mis en place depuis 2005 pour soutenir les efforts des partenaires nationaux qui veulent promouvoir le genre, qui veulent promouvoir une équité, une égalité de genre au Burkina Faso. Et donc, depuis 2005, nous pouvons retenir que ce fonds a pu accompagner 97 projets et également nous avons 77 partenaires nationaux et institutionnels qui ont été accompagnés. Donc avec ce fonds, c'est un mécanisme concret, c'est un mécanisme qui se veut opérationnel, c'est un mécanisme qui veut également comme une couverture d'un groupe d'acteurs qui ne sont pas réellement et souvent soutenus, à savoir la société civile. Et on peut retenir depuis 2005 quelques résultats probants, parmi lesquels nous pouvons dire tout dernièrement que nous avons élaboré et remis au ministère de la Femme ce que nous avons appelé le Compendium, qui est une plateforme de compétences féminines que je m'en vais vous demander de vous inscrire. Il suffit seulement de taper www.compétences-du6féminine.bf
et vous êtes dans la plateforme et vous pouvez vous inscrire. Et je vous invite. Et après le compendium, il y a également l'adoption de la loi 061 portant sur les violences faites aux femmes et aux filles. Parce que le Fonds commun genre a été sollicité en amont pour accompagner les acteurs de la société civile et les parlementaires pour l'élaboration de cette loi. Nous avons également, je disais tantôt, la politique nationale qui au départ a été accompagnée par le Fonds commun genre. Et parmi, en termes financiers, c'est une enveloppe d'environ 6 milliards qui a été mobilisée depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et je m'en vais également. Que ça va aller grandissant ou? Nous sommes en train de faire le diagnostic de l'outil pour voir sa pertinence et également si le fonds va continuer. Oui, mais ce qui est important, c'est que de manière pratique, nous avons avec les partenaires qui sont soutenus de 2015 à aujourd'hui faire reculer dans nos zones d'intervention les violences basées sur le genre de 53%. Je pense que ça, c'est quelque chose de très concret. Oui, et M. Beyi, est-ce que ce sont des choses qui sont comptabilisées au sein du secrétariat permanent que vous dirigez? Oui, effectivement, il faut dire que le Fonds commun genre est un outil qui accompagne le gouvernement pour promouvoir la prise en compte du genre dans nos politiques et projets. Alors, pour ce faire, le Fonds commun est capitalisé parce que nous faisons partie intégrante du Fonds commun à travers les projets que nous soumissionnons. Et nous avons reçu l'accompagnement, en tout cas nous avons reçu un fonds pour pouvoir mettre en œuvre des projets dans ce sens. Et le Fonds commun également a fixé des objectifs, des indicateurs, en tout cas de suivi. Et nous sommes point focal, en tout cas, pour pouvoir assurer le suivi et prendre en compte l'évolution. Et comme vous l'avez si bien dit, nous espérons que la croyance va augmenter parce que, comme il ne l'a pas dit, mais au départ, les partenaires étaient 10. Actuellement, ils sont au nombre de 5. Et donc, c'est une interpellation qui est faite au gouvernement également pour voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner, en tout cas pour mettre en place également un fonds pour qu'ensemble nous puissions lutter contre les inégalités et les disparités qui existent. Alors, docteur Badini, est-ce que justement le travail qui est mené par le Fonds commun genre, est-ce que ce travail-là, il est ressenti sur le terrain? Oui, je pense que toute cette mobilisation sociale, économique, politique qui se fait autour de la problématique genre a effectivement des retombées sur le terrain. Et aujourd'hui, on peut dire que la problématique genre est suffisamment posée. Et ça a créé une prise de conscience sur le terrain qui fait que aujourd'hui, on peut même s'hasarder à dire que nul n'est censé ignorer le genre au Burkina Faso, pour ce qui est du Burkina Faso. Maintenant, le problème, c'est effectivement d'aller au-delà du discours sur le genre pour les actions concrètes sur le terrain et surtout les retombées chez les populations les plus concernées par les questions du genre. Donc, on peut lire une certaine avancée sur le terrain en ce qui concerne les questions genre aujourd'hui. Ne serait-ce que la prise de parole aujourd'hui, en termes de genre, on voit que aussi bien des hommes que des femmes sont de plus en plus à l'aise pour s'exprimer, pour relater ce qu'ils vivent comme conditions, pour participer aussi à bien de processus, que ce soit le processus politique. On a dit tout à l'heure que de plus en plus de femmes se retrouvent sur ce terrain politique qui, pendant longtemps, était un domaine réservé, une chasse gardée. La politique, c'est un terrain avant tout masculin. Mais il ne faut pas qu'il reste après tout masculin, parce qu'on a compris aussi que l'exclusion de toute cette frange de la société n'est pas un élément qui permet d'avancer concrètement sur le terrain. Donc les actions menées
par le Fonds commun et ses partenaires, se ressentent concrètement sur le terrain, parce qu'il y a à la fois amélioration des conditions de vie, aussi bien des hommes que des femmes. C'est là où on parle du bien-être en quelque sorte. Il y a aussi un processus qui va vers l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, égalité des chances entre les filles et les garçons, toujours en termes de droit d'accès à l'éducation, droit d'accès à l'information, droit d'accès aux ressources, accès aussi, mais également contrôle des ressources, parce que tout cela rentre dans les perspectives du genre. Donc on constate sur le terrain qu'il y a une dynamique qui est là et qui se ressent à travers, bien sûr, de nombreuses initiatives qui se développent. Même si les difficultés demeurent et il y a des limites par rapport à ces actions en ce moment qui méritent que l'on réfléchisse sur l'appropriation des vraies visées du genre, on va dire. Alors, Madame Nissi, vous qui êtes consultante en genre, justement, on l'a dit, il y a des avancées, mais les faits sont têtus. On a l'impression que les mots sont toujours les mêmes pour les femmes burkinabées. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser une autre approche, on va dire, de cette question du genre? Une autre approche, je dirais non, c'est peut-être la façon dont on aborde la question, que les gens puissent comprendre que le genre, ce n'est pas un concept venu d'ailleurs, parce que c'est ce qui avait bloqué un peu le processus. Ouais. On pense que la mode, c'est venu de chez les Blancs, alors que c'est un concept qui concerne blanc, noir, jaune, toutes les couleurs, toutes les nations sont concernées. Comment on donne l'égalité des chances de participer au développement d'une nation, aux hommes et aux femmes? Comment on permet à la jeune fille et aux jeunes garçons de pouvoir s'instruire, de pouvoir s'éduquer et de devenir un homme et une femme de demain qui participent? Si, par exemple, j'aime aller sur le concret, dans une famille, on a 2 garçons et 4 filles. Et on dit que non, les filles ne peuvent pas produire, c'est l'homme et les garçons qui doivent aller produire pour venir nourrir la famille. Est-ce que cette famille sera autosuffisante? On prend 52% de la population du Burkina, qui sont des femmes, et qui, si elles ne peuvent pas contribuer équitablement comme les hommes au développement du pays, je pense qu'on fera encore plusieurs années, des décennies dans la pauvreté. Donc pour moi, c'est comment amener les gens à comprendre que le genre, c'est une question de bon sens. Parlant des résultats, avec le fonds commun genre, des femmes ont pu accéder à des titres de propriété sur la terre dans des zones comme la Sicile, où, grâce à l'approche bien dosée, les hommes ont compris que donner une parcelle à la femme, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas, les coutumes ne l'empêchent pas. Mais c'est comment faire comprendre vraiment le bon sens de qui peut contribuer au mieux au bien-être de la famille, au bien-être de la société, qu'on puisse donner à cette personne, femme ou garçon ou homme, à pouvoir contribuer efficacement. Je pense que c'est surtout l'approche, mais pas autre concept. Parce que les gens visent à ce que les hommes et les femmes s'épanouissent ensemble, marcher la main dans la main, pas qu'on vienne remplacer les hommes ou que les femmes et les hommes remplacent les femmes, mais c'est comment femmes et hommes cheminent ensemble pour le bien-être de la cellule familiale, de la société et de notre monde entier. Okay. Voilà. Oui, M. Beyi, est-ce que c'est cette approche justement qui est prônée au SP-CONAD? Oui, effectivement, il faut dire qu'il faut que les gens comprennent d'abord le concept genre. Il faut résumer ça à une question de développement, comme Madame l'a si bien dit. Parce qu'on sait que biologiquement, l'homme est différent de la femme. Et on prend l'égalité, l'égalité, ce n'est pas l'égalité mathématique. Mais le professeur, le docteur l'a dit tantôt, les textes existent, mais est-ce qu'ils sont vulgarisés justement pour que les gens puissent comprendre ce concept genre? Oui, bon, il est fait, mais peut-être pas assez. Et le travail qui doit être fait, il faut le faire au quotidien avec les associations qui sont sur le terrain aux côtés de la population. Il faut accentuer parce qu'on a dit que c'est une lutte de longue haleine. Rien n'est acquis en matière de genre. Vous l'avez dit,
au niveau de l'Assemblée nationale, M. Naba l'a dit, en 2012, on était à environ 19%. Actuellement, nous sommes à moins de 12%. Donc, ça veut dire que rien n'est acquis en matière de genre. Il faut continuer les sensibilisations, les plaidoyer et montrer que le genre, c'est une question de développement. Donc, c'est l'approche également qu'il faut recadrer. Il faut recadrer l'approche et non pas, c'est la façon de faire qu'il faut recadrer. Parce que les gens ne comprennent pas, quand on parle de genre, rapidement ils voient la femme. Alors que... Puisque c'est la femme, on va dire, qui souffre de l'égalité au Burkina Faso. Oui, c'est vrai, quand on fait l'analyse, à tous les niveaux, on se rend compte que la femme est brimée à tous les niveaux. Mais il y a aussi des hommes qui ont souvent des difficultés à d'autres niveaux. Les garçons également, quand on prend le Sahel, il y a des garçons qui sont enlevés à l'école pour garder les bœufs. Comment faire en sorte pour que ces garçons-là puissent suivre le cursus scolaire et contribuer au développement? Et donc les questions de genre doivent être analysées sous l'angle des inégalités, des disparités dans l'ensemble des couches de la population pour un bien, en tout cas fondé pour qu'on puisse avoir un développement harmonieux et équitable. Monsieur Naba, justement, au niveau du Fonds commun, est-ce que vous n'êtes pas confronté à ces pesanteurs sociales qui diffèrent d'une région à une autre? Parce que, on l'a dit tantôt, l'accès à la terre, elle est plus facile peut-être dans la province de la Sicile que dans le sud-ouest. Comment est-ce que vous arrivez justement à casser ces barrières-là au niveau du Fonds commun genre? Je vais rappeler que le Fonds commun genre, c'est un fonds qui est mobilisé au bénéfice des acteurs nationaux. Notamment des OSC? Oui, les OSC, les institutions de l'État également. Donc c'est pour dire que toutes ces problématiques sont prises en compte dans le Fonds commun genre. Et si nous prenons une problématique dans sa zone où elle se retrouve, il y a peut-être des dissemblances, mais la réalité c'est que nous classons, est-ce que c'est une violence, oui ou non, et comment est-ce que la question doit être traitée, ainsi de suite. Donc pour dire que le Fonds commun genre accompagne à adresser toutes ces problématiques. Quand on prend le foncier, on disait tantôt, c'est à Casso dans la Sicile. Effectivement, on a fait un travail en amont qui a permis aux populations de comprendre l'intérêt de donner des titres fonciers aux femmes. Il y a aussi au niveau du Fonds commun la mise en place de cellules genre dans les départements ministériels. Est-ce que cela fonctionne toujours? La mise en place des cellules genre, c'est plutôt au niveau du ministère de la femme. Et je pense que... Est-ce que le Fonds commun justement appuie cette démarche-là? Voilà, je pense que ce n'est pas que le Fonds commun genre est mobilisé pour accompagner les cellules de manière systématique, mais les cellules peuvent bénéficier si elles, parce que le Fonds commun genre, c'est un fonds et pour avoir, il faut participer à un concours, à une sélection. Donc, si une cellule participe, elle peut être accompagnée. Mais pour le moment, c'est le ministère même qui a été accompagné. Et c'est le secrétariat permanent pour la promotion du genre qui a été accompagné et certains ministères. Donc, ce n'est pas spécifiquement les cellules. Je voulais dire que comment le Fonds commun accompagne ces dynamiques qui sont différentes d'une zone à une autre. Les OSC sont des OSC qui sont à proximité des communautés, qui connaissent dans chaque localité les fléaux ou les problèmes de genre qui se posent. Et donc ce sont ces OSC qui portent les initiatives de réduction des inégalités et qui soumettent des requêtes au Fonds commun genre à travers des appels à projets. Donc je pense que c'est du travail de proximité et selon les contextes et les outils et des démarches qui sont déployées par les OSC et qui sont mises en œuvre et qui sont accompagnées par le Fonds commun. Voilà. Oui, monsieur Bey. Oui, parlant des cellules, il faut dire que c'est le ministère effectivement de la femme qui a mis en place ces cellules genre au niveau de l'ensemble des ministères. Et ces cellules genre sont les relais du secrétariat permanent pour veiller à la prise en compte du genre depuis la phase diagnostique des politiques, son élaboration, la planification, la mise en œuvre et le suivi et évaluation. Est-ce que cela fonctionne? Ah oui, bon, ça fonctionne, mais on a des difficultés tenant compte de la mobilité de certaines personnes et aussi de la fusion du changement institutionnel. Donc,
le 24, nous avons prévu de faire une assemblée générale des cellules genre pour faire le diagnostic, les insuffisances, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que nous allons faire pour que dorénavant nous puissions en tout cas tendre vers des cellules genre efficaces pour pouvoir accompagner la politique sectorielle au niveau des ministères. Et dans ce sens, je pense que nous avons bénéficié de l'accompagnement du Fonds commun genre. Le Fonds commun genre, quand nous avons, avant l'adoption du PNDS, nous sommes dit que les politiques seront révisées dès que le PNDS est adopté, également au niveau local. Et donc nous avons formulé un projet pour accompagner la prise en compte du genre dans la relecture des politiques sectorielles. Et le Fonds commun genre nous a accompagnés dans ce sens. Et nous travaillons avec les cellules genre pour former les comités chargés de la relecture des politiques sectorielles à travers une grille d'analyse qui puisse prendre en compte les besoins pratiques en termes d'accès, de contrôle, de bénéfices au niveau des politiques sectorielles. Alors, Dr Fatoumata, l'un des défis pour la femme burkinabé reste l'accès à la terre. C'est un défi majeur, les textes existent, voilà, mais ces lois-là peinent à être appliquées. Les femmes peinent encore, en tout cas en milieu rural, à avoir accès à la terre, ou sinon si elles ont accès, lorsque cette terre produit, elle se voit dépossédée très rapidement. Quelle est la démarche, selon vous, qui sied pour relever ce défi? Oui, je pense que par rapport à ce défi de l'accès de la femme au foncier, quand on suit effectivement la dynamique des choses, il ressort que de plus en plus les femmes ont accès à la terre lorsqu'elles s'organisent, par exemple, en groupement, en association. Ça augmente leur accessibilité à la terre. Mais il y a un problème de fond qui est posé, qui est lié en quelque sorte au statut de la femme. Donc moi je pense que en termes de défi, c'est reconnaître effectivement le rôle de la femme dans l'agriculture, le rapport de la femme à la terre et également l'investissement des femmes dans le domaine de la production. Et par rapport à cette accessibilité à la terre, on estime que c'est également le problème de la sécurisation foncière. Lorsqu'elles ont accès à la terre, comment faire pour maintenir cette portion de terre qui leur est accordée? On a tendance à dire que lorsque les femmes mettent en valeur ces portions de terre, elles sont le plus souvent dépossédées parce qu'elles ne rentrent pas dans la logique et les cadres de gestion de la terre en tant que telle. Elles sont le plus souvent exclues des prises de décision qui concernent l'utilisation des terres, l'accès même, les voies d'accès à la terre. On constate que dans la plupart des cas, il s'agit d'une voie d'accès qui passe par des intermédiaires. Lorsque la femme veut avoir accès à la terre, on dit qu'il faut qu'elle passe par son mari, qu'elle passe par la communauté, qu'elle passe par d'autres voies, d'autres intermédiaires. Donc l'un des défis aussi, c'est effectivement de faciliter l'accès direct de la femme à la terre et qu'on arrive à passer de l'invisibilité même du rôle de la femme dans la production à une certaine reconnaissance de cette participation. Beaucoup d'études ont montré que lorsqu'on considère les travaux agricoles, les travaux de production, que les femmes assurent les 2/3 de la production. Mais lorsqu'on regarde la part des terres qui leur sont octroyées, il s'agit de parts minimes qu'elles ont du mal à conserver, à préserver et effectivement à mettre en valeur. J'ai une année participé à une évaluation de mise en œuvre de la politique genre. Des zones pilotes avaient été identifiées où on a tenté de promouvoir la mécanisation agricole chez les femmes. Mais beaucoup d'obstacles se sont présentés. Lorsque vous octroyez une charrue à une femme,
sans d'autres dispositions qui sont prises en compte. Si c'est simplement pour exploiter son lopin de terre, vous voyez que cette charrue ne peut pas conduire à l'efficacité. Elle devient même une charge. Elle devient une charge. Femmes, oui. Et ensuite, lorsqu'on prend la charrue, il faut des animaux de trait. Les femmes ne possèdent pas souvent ces animaux de trait, que ce soit les bœufs ou les ânes. Les femmes ne les possèdent pas. Donc, elles sont amenées à faire recours aux hommes pour l'utilisation d'un outil qui leur a été octroyé. L'État a voté une loi où il est clairement écrit un accès égal aux hommes et aux femmes. Et des expériences ont été testées et qu'il est possible de pouvoir favoriser l'accès direct vraiment des femmes à la terre. C'est à l'État aussi de s'engager davantage et prendre ses responsabilités pour que la bonne information sur la loi, sur le foncier, puisse être appliquée. Et divulguée surtout aux premiers bénéficiaires. Voilà. D'accord, oui, monsieur Bey. Oui, sur ce point, je pense que tout le monde l'a vu, le chef de l'État a pris l'engagement ferme, a instruit, en tout cas les acteurs concernés, pour que les terres nouvellement aménagées, 25 à 30% soient octroyées aux femmes. Le ministère en charge de la femme a fait le suivi en 2016. Nous avons constaté que plus de 43% des femmes ont été bénéficiaires de ces parcelles. Alors, donc les questions d'accessibilité peuvent se poser, mais je pense qu'au fur et à mesure, nous sommes en train de résoudre ces problèmes. Maintenant, l'exploitation, nous avons dit, une question est de pouvoir accéder, une question est de pouvoir exploiter, une question est de pouvoir bénéficier des fruits, des retombées de ce que nous faisons. Donc, il faut travailler à pouvoir autonomiser la femme. Et est-ce que ce travail-là est mené au niveau de votre secrétariat permanent? Ah oui, je pense qu'au niveau du ministère, il y a une direction chargée de l'autonomisation économique de la femme. Et une stratégie a été élaborée pour l'autonomisation économique, sociale et politique. L'autonomisation économique passe par l'accès aux moyens de production, passe par l'accès au crédit. Et vous avez vu qu'actuellement, des dispositions ont été prises pour que les femmes puissent avoir accès au crédit et à la technologie pour pouvoir investir. Donc il faut faciliter maintenant par des plaidoyers, il faut faciliter également par des échanges, il faut faciliter pour montrer que, en tout cas, si la femme gagne, c'est la famille qui gagne, pour que nous puissions aller ensemble vers un développement. Oui, et puis on va aussi évoquer très rapidement ce défi, Monsieur Naba. Il y a, Monsieur Bey l'a dit tantôt, l'accès des femmes au financement et aux ressources économiques. Certaines ONG et associations plaident pour la création d'une banque des femmes, même si des fonds existent, effectivement, pour ces femmes-là. Il y a certaines associations qui plaident pour la création d'une banque carrément pour les femmes. Est-ce que c'est une solution selon vous? Je pense qu'il s'agit là d'une question de perception même de la femme, souvent, lorsqu'on analyse nos sociétés. Maintenant, parlant de l'aspect économique, la voie royale que le Fonds commun genre a suivi, c'est effectivement de mettre un accent sur l'autonomisation économique des femmes. Et je pense que c'est un aspect très important parce qu'on se rend compte que les inégalités, surtout les violences faites aux femmes et la question économique, il y a des rapports. On peut croiser les deux variables. Maintenant, la voie également que le Fonds commun genre a adopté en ajout à ce soutien qu'il apporte aux OSC, c'est également de contribuer à par ce qu'on a appelé des projets start-up. Et là, depuis 2016, nous sommes également sur cette voie pour accompagner la dynamique du PNDS, c'est-à-dire en créant des femmes entrepreneurs. Et je pense que jusque-là, c'est l'aspect en réalité, quand on essaie de faire une analyse, qui manque. Mettre en place une banque, un fonds, comme ça, ça ne va pas être très efficace. Il faut plutôt accompagner les femmes à réfléchir comment devenir des entrepreneurs à part entière. Merci à vous, Monsieur Naba. Je suis désolée, nous sommes arrivés au terme du temps qui nous était imparti.